Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle preview. On va du côté de l'Indiana avec le Fever aujourd'hui, une franchise, une équipe, qui depuis, quelques mois, j'allais dire quelques années, peut-être pas non plus, mais depuis que évidemment Caitlin Clark est arrivée dans l'Indiana, il y a une attention médiatique, qu'il n'y avait plus depuis le départ en retraite de Tamika Catchings et c'est donc à cette équipe-là qui sera à nouveau très, très, très suivie à travers le pays, à travers la planète, à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. On revient d'abord sur leur saison 2024 qui a été intéressante. Le retour en playoff après, c'était la première fois depuis la retraite donc, de Tamika Catchings, donc ça faisait 8 ans si je dis pas de bêtises. Hein. 20 victoires, 20 défaites, sixième de la saison régulière, donc immédiatement, comme je le disais, qualification pour la post-saison. Éliminé au premier tour face à un adversaire probablement un peu trop coriace pour une équipe aussi jeune et tendre. C'était le Sun, défaite 2-0 pour les trophées individuels, les récompenses, les accomplissements. Évidemment, tout tourne autour de Caitlin Clark, qui avait été élu Rookie de l'année, qui était dans la All Rookie Team, évidemment, mais aussi, pas seulement dans la All Rookie, dans la All WNBA First Team, que ce soit justifié ou non, que ce soit un peu précoce ou non, elle a eu cet honneur d'être dans le meilleur 5. Et ce sera aussi quelque chose à surveiller cette année. On reparlera, vous vous en doutez, de Caitlin Clark un petit peu plus tard dans cette preview. Et je passe la parole à Gis pour nous parler des mouvements de l'intersaison du côté de l'Indiana Fever. Ouais, alors là, il y a eu beaucoup de choses. C'est sans doute l'équipe qui a fait la plus grosse free agency de la WNBA cette saison. Bon, tout d'abord, on va quand même parler du départ de Christy Sides au coaching, parce que c'est quand même un élément majeur. Hein. Après, moi, je trouve personnellement deux bonnes saisons. Hein. Une première saison où elle a pris avant l'arrivée de Kathleen, et puis une deuxième aussi qui a été plutôt correcte aussi, hein, avant en playoff, etc. Il y a eu quand même plein de bonnes choses. Mais bon, je pense que Indiana a voulu faire le push. On en reviendra peut-être tout à l'heure pour essayer de passer le step et de mettre une coach un petit peu plus expérimentée. Et après, dans les joueuses, bah, il y a eu pas mal de mouvements aussi. Hein. Donc, Christy Wallace qui a été suspendue, hein, qui jouera pas cette saison. Nalissa Smith qui a été envoyée à Dallas. Cathy Lou Samuelson à Seattle. Et puis après, des joueuses un petit peu plus, un petit peu moins utilisé. Grace Berger à Minnesota, je pense qu'on pourra en reparler de ça aussi. Et puis un départ, même si elle jouait peu l'année dernière, mais qui est quand même assez historique, Erika Wheeler qui est partie à Seattle, qui était quand même une joueuse historique, hein, du Fever depuis quelques années, qui a quand même beaucoup subi l'arrivée de Caitlin Clark l'année dernière parce qu'elle a vu son rôle complètement chuter et ses minutes. Et puis du côté des arrivées, bah là il y a eu du très lourd. Hein. Donc Mm. Stephanie White au coaching déjà, sans doute la meilleure coach de la ligue. Enfin en tout cas personnellement c'est ce que je pense actuellement. Et puis après les deux grandes arrivées c'est quand même Dewana Bonner de Connecticut et Natasha Howard de Dallas. Et puis autour des coups un peu malins, hein. Sophie Cunningham, c'est très intéressant. Brianna Turner aussi. Et puis bon voilà, après c'est un petit peu plus anecdotique. Il y a quelques joueuses draftées, mais bon, comme c'est des drafts plutôt de deuxième tour ou de troisième tour, voilà, on ne sait pas trop si les joueuses feront l'effectif, quoi. Ça a insufflé de l'expérience, hein, clairement, là, c'est ce qu'on peut retenir de Mm. ça. Sophie Cunningham commence à être expérimentée. Elle a fait quelques batailles de playoffs avec Phoenix notamment. De Wanna Bonner, n'en parlons pas. Ça me fait mal de dire qu'elle est expérimentée parce qu'elle est née la même année que moi, mais il faut bien s'y résoudre. Natasha Howard aussi, elle a forcément vécu aussi beaucoup de choses. Et puis d'autres choses qu'on n'a même pas forcément mentionnées, mais Sydney Colson, qui a rejoint l'équipe avec son expérience. Elle est toujours dans le roster, on est d'accord. Elle n'a pas Ouais, été. ouais, ouais. Ah non, mais je Oui, crois que son contrat voilà. est garanti de toute façon. D'accord, Il me voilà. semble. Donc, ouais, intéressant ce push, comme tu dis. On en reparlera aussi au moment de parler de la profondeur de l'effectif, mais beaucoup de mouvements pour une équipe qui revient seulement dans le paysage des équipes de playoff. Et alors, avec cet effectif très remodelé, finalement, à quoi va ressembler le 5 par rapport à celui de l'année dernière? C'est forcément un peu changeant. Flo, avec quoi va démarrer Stephanie White selon toi? Bah, je pense qu'il y a quand même le 5, il a l'air assez bien défini. Il y a d'abord les certitudes, Caitlin Clark. Je pense qu'il y a absolument aucune, aucune hésitation, que Caitlin Clark, débutera les rencontres. Je pense que c'est assez safe de dire qu'Aliyah Boston, va les démarrer aussi. C'est l'autre numéro 1 de draft, donc c'est censé être les 2 stars de demain de l'équipe. Heu, il y a Kelsey Mitchell, la star, d'hier de l'équipe, qui a quand même de fortes chances de compléter le backcourt comme l'année passée, aux côtés de Caitlin Clark. En plus, Bah, elles avaient trouvé des ouais, des au passage, solutions, offensives. Ouais. au passage, c'est presque étonnant qu'elle soit toujours là. À un moment, on s'est demandé si elle allait pas être la variable d'ajustement dans un trade.
Et avec la belle saison qu'elle a faite l'année dernière, voilà, elle est toujours là. Dans nos discussions, on disait est-ce que c'est pas la joueuse qui va partir? Au final, elle va débuter la saison. Bah, c'était une des premières, en tout début de free agency, ils avaient dit qu'ils comptaient sur elle, que Ouais. c'était une des pierres angulaires. Alors on pouvait se demander si c'était de la com ou si c'était réel, mais de toute évidence, ça l'est. Et donc, ouais, 2 joueuses qui avaient trouvé de quoi faire offensivement, à défaut que défensivement ce soit toujours très pertinent. Et puis, ben, les 2 grosses recrues, on peut se poser la question de savoir si à la fois Dewana Bonner et Natasha Howard vont débuter. Ça pose des questions sportives, on va avoir l'occasion d'en reparler juste après. Mais bon, sur le statut, de la manière dont on les a fait venir, elles arrivent toutes les deux avec quand même des assez gros contrats. On peut raisonnablement supposer que donc sur les postes à l'aile, les postes 3-4, Dewana Bonner et Natasha Howard débuteront les parties, mais ça pose des questions, effectivement. Et parmi les questions que ça pose, alors ce coup-ci, on commence pas toujours par les interrogations ou ce qui pourrait être un point faible. Il y a ce trio qui, sur le papier, est quand même sacrément séduisant, un mix d'expérience et de jeunesse avec Aliyah Boston. Ce trio, sa complémentarité, la capacité des 3 joueuses à jouer ensemble, c'est une des interrogations quand même parce que ça peut poser des problèmes en termes de spacing notamment. Il y a certes Caitlin Clark qui peut shooter depuis le parking sans aucun souci, Kelsey Mitchell qui n'est pas la dernière non plus. Mais autour, est-ce que les 3, il peut y avoir une forme d'embouteillage? Ouais, bah moi, pour moi, c'est la grande question de cet effectif. Et je pense que Stephanie White aura une vraie problématique à se poser, en tout cas en playoff. Je pense que pour la saison, il n'y a pas trop de soucis. Les 3 vont pouvoir jouer parce qu'il n'y aura pas de grosses adaptations tactiques. Par contre, sur des matchs de série, j'ai quand même quelques doutes que les 3 puissent vraiment jouer ensemble. Parce qu'il faut savoir que ni Aliyah Boston, ni Natasha Howard, ni Dewana Bonner sont des shooteuses fiables. Et aucune peut vraiment, de façon efficace en tout cas, s'écarter du cercle. Et c'est même des joueuses qui ont tendance à vouloir être proches du cercle. Aliyah Boston aime bien jouer le post-up. Natasha Howard, c'est là qu'elle est plutôt intéressante. On sait bien qu'elle aime bien s'écarter, mais bon, vu son pourcentage de réussite dès qu'on s'éloigne de 3 mètres du cercle, c'est même presque catastrophique. Donc, ces 2 joueuses qui jouent uniquement du post-up. Et Dewana Bonner, c'est une joueuse qui shoot un peu, avec des pourcentages quand même un peu aléatoires. Mais c'est surtout là où elle est forte, c'est pour jouer des drives. C'est pour aller au cercle, en fait, avec sa vitesse, avec sa taille. Et le problème, c'est que s'il y a les 3, bah, j'ai peur que ça soit un peu embouteillé au niveau des couloirs de drive. Alors certes, il y a du spacing avec Kelsey Mitchell et Caitlin Clark, mais celui de Caitlin, il compte pas vraiment puisqu'elle va être porteuse de balle. Donc, entre guillemets, elle va être défendue. Et moi, j'ai un petit peu peur que quand Dewana Bonner va jouer poste 3, par exemple, bah, qu'on l'oublie totalement, qu'on la laisse totalement ouverte à 3 points. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là s'il y a beaucoup d'aide? Moi, j'ai un peu peur qu'on tombe, avec ce 5-là en tout cas, dans un concours un peu à 3 points de Caitlin et de Kelsey Mitchell et qu'on ne serve pas les intérieurs, qu'on ne trouve pas de panier au cercle. Et on sait bien quand même que les paniers au cercle, c'est là que la réussite est la plus grande. Donc voilà, je me pose des questions. Pour moi, dans l'effectif, il y a une façon de corriger ça, c'est de faire entrer une des 2 petites, enfin que j'appelle petites, mais qui ne sont pas petites d'ailleurs, mais bon, c'est soit Lexi Hall ou Sophie Cunningham. Et je ne serais pas étonné que en cours de saison, quand on connaît les adaptations de Stephanie White, qu'à un moment, il n'y ait pas en fait, par exemple, Aliyah Boston, Dewana Bonner qui jouent ensemble, et que ça soit Lexi Hall ou Sophie Cunningham qui prend le poste 3. C'est certes moins fort en termes de talent, par contre, en termes de complémentarité, c'est juste dément. Et je pense qu'on aura des séquences de matchs, et peut-être même en playoff, on aura ça. C'est pour ça qu'entre guillemets, c'est un point faible. C'est un point faible si on aligne les 3 grandes ensemble. Mais il y a des solutions dans cet effectif et il y a de la profondeur, on va y venir après, pour justement compenser ce problème. Après, la grande question, c'est de savoir est-ce que les statuts vont jouer, est-ce que les envies des joueuses vont vouloir faire des efforts. On a vu déjà les déclarations de Natasha Howard qui voulait être soi-disant MVP. Donc ça Ouais. rassure pas totalement quand même. Mais bon, bref, on verra. Mais ouais, ça peut être, à mon avis, un piège de se dire on va aligner les 5 meilleures joueuses ensemble parce que la complémentarité offensive, elle n'est pas forcément parfaite pour moi, en tout cas. Et est-ce que tu crois pas, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Gis, est-ce que tu crois pas que Stephanie White va avoir une discussion avec, parce qu'il y a quand même une joueuse qui est 3 fois meilleure 6e joueuse de la saison dans l'effectif. Alors certes, elle l'est plus depuis un certain temps, c'est une starter indiscutable,
mais Dewanna Bonheur à Phoenix, c'est triple meilleure 6e femme de la saison. Donc peut-être que ça peut être une piste de réflexion, peut-être qu'elles ont déjà discuté. On sait qu'elle est capable de le faire. Natasha Howard, peut-être aussi d'ailleurs à ce stade de sa carrière, mais vu, tu as raison, avec sa communication, c'est un peu moins certain, je trouve. Mais bon. Ouais, c'est possible. Moi, je pense que Stephanie White, de toute façon, est une coach qui va peut-être moins prendre la pression par rapport à ce genre de statut. On a vu que l'année passée, Christy Sides avait parfois du mal à pouvoir imposer, je pense, sa vision. En tout cas, je pense que par rapport à tout ce qui était aussi le marketing autour de Caitlin Clark, on avait parlé de son minutage, de pas mal de choses. Je pense que Stephanie White, c'est quand même une coach qui a à la fois plus d'expérience, une crédibilité peut-être supérieure de par la réussite qu'elle a déjà eue par le passé. Elle a le caractère aussi de, je pense, faire ce qu'elle a envie comme elle l'a envie. Donc, je pense qu'en tout cas, si on a identifié ce problème-là, elle a dû l'identifier elle aussi. Il n'y a pas de, y a pas de raison. Mais c'est important parce que au-delà de leur réussite à ces joueuses-là, ça peut influer aussi, ne fût-ce que sur le rendement de Caitlin Clark aussi. Parce que Caitlin Clark, on la résume souvent à son shoot, mais en fait, ce qui est fort chez elle, c'est le côté triple menace en fait. C'est sa capacité à pouvoir aller au drive et sa capacité à pouvoir aussi passer la balle avec la très belle vision qu'elle a. Sauf que si il n'y a pas un bon spacing, elle va pas pouvoir sortir la balle parce que certaines joueuses ne pourront pas la mettre dedans en fait bêtement. Enfin, c'est-à-dire que si on laisse Natasha Howard ouvert à 3 points, c'est très bien, mais en fait elle la mettra quand même pas dedans. Et ça risque d'être embouteillé aussi pour lui ouvrir, pour ne pas lui permettre des couloirs de drive. Donc ça peut vraiment faire embouteillage pour toute l'équipe, quoi. Donc, mais bon, l'avantage, c'est que ça, c'est ce qu'on envisage si on reste sur les statuts un peu classiques, bêtes et méchants. Et ça nous permet de passer sur le point fort. Il y a énormément de possibilités qui existent. Gis les a déjà un peu évoquées. Parce qu'en fait, et c'est là le point fort de l'équipe, c'est qu'on est sur un effectif extrêmement profond. On a parlé sur le banc, on peut avoir des joueuses comme Lexi Hull, Sophie Cunningham, comme le disait Gis. D'un point de vue défensif, normalement, Brianna Turner peut être aussi une rotation sur l'intérieur. Donc, rien que comme ça, on a déjà un pool de 8 joueuses. Sydney Colson, c'est un peu plus anecdotique, mais ça reste une joueuse qui a quand même de l'expérience dans un groupe. Alors, je pense pas qu'elle aura un gros minutage, mais on a quand même des possibilités dans cet effectif. Bon, il y a une joueuse comme Damiris Dantas qui a de l'expérience. Après, il faudrait voir si elle arrive à sortir de l'infirmerie de manière un peu constante. Mais on est quand même sur un effectif qui est finalement plus si jeune que ça. L'année passée, c'était une équipe plutôt jeune. Indiana, cette année-ci, plus vraiment, voire plus du tout en fait. Hein. C'est vraiment un effectif qui a décidé d'aller tutoyer les sommets maintenant. Ouais. Non, mais la profondeur, je pense que c'est la deuxième meilleure équipe en profondeur d'effectifs de la ligue. Bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est derrière New York. Pour moi, c'est là l'équipe la plus profonde. Ce qui se traduit aussi par l'avantage qu'elles ont deux joueuses en contrat rookie qui sont deux joueuses importantes, hein, Caitlin Clark et Aliyah Boston. C'est ça qui fait aussi. Hein, parce que s'il n'y avait pas ces deux joueuses-là en contrat rookie, il n'y aurait pas l'argent pour signer autant de profondeur. Mais en tout cas, elles ont bien maximisé les deux contrats rookies de leur star. Et ça donne une profondeur et des options qui va être importante. Et moi, ce que je vois surtout dans le point positif, c'est que l'année dernière, on a vu beaucoup en fin de match Caitlin Clark usée dans les 5 dernières minutes parce qu'elle jouait tout le temps, parce que son minutage était complètement délirant. Et si vous regardez une tonne de matchs l'année dernière, le Fever en perd simplement parce que Caitlin, sur les 5 dernières minutes, elle a les mains sur les genoux et elle n'en peut plus. Et là, l'avantage, c'est que je pense qu'elles auront de la liberté de la faire souffler. Et si on arrive dans un match serré à 5 minutes de la fin et Caitlin Clark est en pleine possession de ses moyens, je pense que beaucoup d'équipes n'auront pas envie de la jouer. Donc, c'est pour ça que la profondeur d'effectif jouera. Et comme tu l'as dit, Flo, moi j'ai toute confiance en Stephanie White. On l'a déjà vu bencher des joueuses, même des joueuses importantes. Ouais. Donc, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Alors, ça va peut-être grogner un peu chez certaines, mais globalement, à mon avis, ça le fera. Quoi. Le minutage d'Alyssa Thomas, notamment, est un peu réduit. Ouais, C'est exactement ce que j'allais dire. C'est la coach qui a permis qu'Alyssa Thomas puisse jouer quelques minutes en moins. non, mais il y avait eu plein de choses aussi. Vous vous rappelez,
la façon de bencher Dijon Carrington qui faisait pas des bons matchs. Ouais. Et puis elle l'a remis totalement à l'endroit. Et puis après, elle est devenue la joueuse qu'on a vue l'année dernière. Donc elle fait des choix forts hein, là-dessus. Donc je pense qu'il y en aura besoin de toute façon à un moment donné pour les playoffs. Franchement, pour la saison, je pense que ce 5-là, bah, ça va tourner, ça va gagner des matchs. Mais pour les playoffs, c'est plus pour les playoffs que je suis inquiet, moi, sur le spacing. Ouais. Voilà. La joueuse à suivre, évidemment, sans aucune surprise, Lexi Hull. Non, je plaisante. Caitlin Clark. Caitlin Clark qui nous a sorti une saison rookie après quelques premiers matchs légèrement poussifs par rapport aux attentes et à la hype gigantesque avec laquelle elle est arrivée, dont elle a forcément souffert après avoir enchaîné longue campagne NCAA et saison WNBA avec la pression qui va avec, médiatique, etc. La deuxième saison de Caitlin Clark, maintenant, ça va être une joueuse très attendue parce qu'elle a montré qu'elle était capable d'emmener cette équipe jusqu'au premier tour des playoffs. L'équipe est renforcée, donc il y a des ambitions autour d'elle et du Fever. Après cette première saison assez époustouflante de la part de Caitlin Clark, est-ce qu'il faut, alors on parlait de réduction de minutes un peu pour la préserver, est-ce qu'il faut renoncer aux lignes de stats fantasmagoriques et juste se dire qu'elle sera juste fantastique? Pour moi, il y a un point très important. L'année dernière, comme tu l'as dit, début un peu poussif. Après, il y a eu toute la partie où elle était un peu cramée, beaucoup de tensions, voilà. Ouais. Et puis il y a Et le un point break. hyper important, il y a eu un break au JO, pendant lequel elle a pu, pendant 2-3 semaines, vraiment Un se mois même. reposer. Un mois même, ouais, tout à fait, Il tu y as a eu raison, un un mois de mois, coupure. pendant lequel elle a pu se mettre vraiment en dehors de l'attention médiatique, pouvoir juste vraiment se reposer, se concentrer sur son jeu. La deuxième partie de saison, sa fin de saison est absolument époustouflante. Là, depuis la fin de saison d'Indiana en playoff l'année dernière, si je ne me trompe pas, Elle n'a pas joué une minute. Caitlin Clark n'a pas joué une minute en match officiel. Elle a pas été overseas, elle n'a pas participé à une rivaled, elle a vraiment, même médiatiquement, on l'a vu à droite et à gauche, elle a eu des événements, elle a eu des trucs, hein, Ouais. elle peut pas disparaître complètement. Mais je pense qu'elle a rechargé les batteries, elle s'est concentrée sur son jeu, elle a bossé parce que c'est une bosseuse, donc il n'y a pas de souci, elle n'a pas quitté la salle pour autant, hein, elle n'est pas partie 6 mois à Cancun. Mais là, je pense qu'elle arrive vraiment en ayant complètement rechargé les batteries. On sait bien que la deuxième saison, la saison sophomore, la plupart du temps, c'est une saison de progression, c'est normal, mais je sais pas si on est prêt en fait. Moi, je pense que Caitlin Clark, même avec je lui espère, je vais dire 4-5 minutes de temps de jeu en moins, ça changera pas grand chose à son rendement. Par rapport à ses stats, est-ce qu'elle aura les mêmes stats ou moins? En fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir l'impact qu'elle va pouvoir avoir Ouais. sur l'équipe, Ouais, l'efficacité, bien sûr. et surtout aussi, moi je trouve ça quand même important, le rendement défensif qu'elle va pouvoir avoir. Parce qu'on l'a déjà vu un petit peu sur les déclarations de pré-saison. Euh, Là, c'est Stephanie White qui est quand même une coach qui importe ça. Sa première assistante, Brian. Brian January, lui a déjà fait comprendre que voilà, il allait falloir défendre. Caitlin a dit elle-même, oui, c'est un peu nouveau pour moi. Bah oui, tu m'étonnes. Donc voilà. Après, on se doute bien que Caitlin Clark va pas devenir une joueuse élite défensivement. C'est pas ça qu'on lui demande. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut qu'elle soit plus un poids sur son équipe et qu'elle fasse au moins les efforts. Et donc, si on voit cette progression-là, surtout de manière à être un peu plus complète, en fait, moi personnellement, je m'en fous qu'elle fasse 30-10. Si derrière il y a 10 pertes de balles et que défensivement elle peut être ciblée, mais je pense qu'on va vraiment avoir pas une nouvelle Caitlin Clark, hein, elle sera toujours la même, mais par contre on va pas avoir ce côté de fatigue et de tension qu'on a pu avoir l'année passée et qui a dû être résorbé à un moment. Ouais, bah, je pense que c'est ça, c'est l'efficacité. Moi, j'insisterai sur 2 points, hein, les balles perdues, parce que l'année dernière, elle a été très efficace au tir, mais ses balles perdues ont fait descendre son efficacité offensive. J'avais regardé un petit peu, elle n'était pas dans les 15 meilleurs guards de la ligue en termes d'efficacité, Ouais. alors qu'elle était top 5 dans l'efficacité au tir. Mais c'est parce qu'elle perdait 6 ballons par match, il faut se rappeler de ça quand même, 6 Ouais. ballons par match. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et comme l'a dit Flo, c'est devenir moyenne en défense. Je pense qu'il y a ces deux aspects-là.
parce que, encore une fois, si tu mets 25 points, mais que tu en prends 32 sur la truffe, bah, globalement, tu perds la match-up, quoi, en fait. Donc, je pense que c'est ces deux aspects-là. Et là, j'ai toute confiance, voilà, dans le staff, et même chez elle. Je pense voilà, à mon avis, elle a travaillé clairement les points, on va dire, les points un peu bas de son jeu pour essayer de monter. Et à mon avis, ça va être violent. Moi, je suis pas sûr que les stats vont beaucoup augmenter parce que, encore une fois, elle est déjà presque à une saison de 20 points et 8 passes. Donc, elle va pas faire 35 points et 17 passes sur 40 minutes, quoi. Donc, elle est déjà forte en production statistique. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est surtout l'impact et l'efficacité. Et je pense que là, oui, ça va grimper parce qu'il y a aussi plus de monde autour aussi, hein. Donc, Ouais. voilà, hein. Donc, là, à mon avis, on va y aller direct, mais je pense que c'est un candidat clairement au titre, hein, il faut le dire, hein. Ouais, et j'allais demander du coup, vu on verra nos pronostics juste dans la foulée, mais dans l'hypothèse où Indiana, finisse dans le top 4 par exemple, parce que j'imagine que, enfin, dans mon souvenir à la lecture de pronostics, on est à peu près dans cet ordre, d'idées-là. Est-ce que si Indiana est dans le top 4, est-ce que Caitlin Clark peut déjà être une candidate au MVP ou est-ce que ça vous semble trop tôt? Elle était, elle a fini 6e l'année dernière avec un bilan et on l'a mis top 5 MVP. Donc, Mmh. alors, je pense qu'elle ne le méritait pas l'année dernière, honnêtement, ce top 5 Mmh. MVP. Donc, oui, si, de toute façon, on sait très bien comment les votants font. Si Indiana est bien classée et qu'elle a sa production statistique, elle y sera. En plus, Indiana va encore passer énormément de matchs sur télé nationale, donc on sait aussi Ouais. bien comment ça marche, parce qu'il y a des gens qui ne regardent que les matchs qui passent sur la télé nationale. Donc oui, clairement, au-delà de même l'aspect médiatique, de toute façon, si Indiana est haut et qu'elle a ces performances-là, bah, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas dans la discussion. Ouais. Ce qui Voilà. m'amène ouais, pardon, vas-y Flo. Non, mais je dis, j'allais dire, et ça allait enchaîner sur le prono, que moi je l'avais noté noir sur blanc dans le prono écrit que j'ai fait dans l'article où effectivement, comme le dit J, je pense que si l'équipe performe et on s'imagine l'avoir quand même arrivé dans les premières places, elle sera dans la discussion MVP. Alors moi je les ai mis quatrième, donc encore une fois, moi j'accorde beaucoup d'importance au bilan si j'avais un bulletin de vote pour le MVP, donc, mais l'avoir sur un podium MVP, je serais pas spécialement étonné si Indiana performe comme on l'entend. Moi, je les ai mis quatrième parce que j'ai des petites questions, ben, justement sur Natasha Howard et Wanna Bonner, qui sont pas des joueuses qui vont en rajeunissant non plus, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc, on est sur une saison à 44 matchs. Donc, on a parlé de la profondeur. Donc, la profondeur pourra jouer. Et d'ailleurs, peut-être que ce sera pas mal par moment, peut-être d'avoir du repos sur une ou deux joueuses et de mettre en avant justement d'autres joueuses, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais j'imaginais Indiana faire un push. Alors, ça fait jamais un push que de 2 places par rapport à l'année dernière. Par contre, je pense qu'en termes de bilan, la progression peut être assez importante parce que l'année passée, Indiana finit 6e mais avec un bilan tout juste à l'équilibre de 20-20. Ouais. Cette année-ci, je pense que l'équipe va être dans le positif de manière assez confortable. Gis, ouais. Ouais, bah moi je les ai mis troisième. Je pense qu'elles vont, et je serais pas étonné que le bilan soit bien plus élevé que effectivement ce qu'elles ont fait l'année dernière. On verra parce qu'il faut être peut-être à 70% de victoire pour être troisième dans cette ligue aujourd'hui. Mais je serais pas étonné. Honnêtement, je pense que ça va bien dérouler. En saison, ça va marcher. Après, pour les playoffs, on verra. Parce que ça, encore une fois, c'est un autre monde. Et là, on verra comment cette équipe, notamment sur le backcourt, parce qu'encore une fois, hein, Caitlin Clark et Casey Mitchell, elles n'ont pas une expérience de playoff folle, hein. Alors, il y a des Wanna Bonner, mais Alia Boston, c'est pareil, elle n'a pas une expérience folle de playoff. Donc, on verra ce que ça peut donner. Mais je pense qu'en saison, ça va dérouler et que ça va être une équipe qui va mettre beaucoup de courses et ça va être une équipe horrible à défendre, hein, faut être clair, hein. Ça va être un casse-tête. Alors après, par contre, je pense qu'elles prendront toujours quand même des points parce qu'elles ont un backcourt qui est quand même assez faible. Et puis, moi, je suis un petit peu moins convaincu de l'apport défensif de Natasha Howard depuis 3-4 ans, quoi, hein. On dit toujours que c'est une bonne défenseuse, mais en fait, elle le montre plus vraiment depuis quelques années. Donc voilà, on verra, mais non, ça va marcher en saison, c'est sûr. C'est sûr, ça va marcher fort et ça va être fun à voir. Natasha Ward qui a été Defensive Player of the Year en 2019. Ouais, mais Et ça qui, fait 5 ans déjà, je hein. suis d'accord avec 6 ans toi. même. 6 ans même. Je suis d'accord avec toi depuis ce titre-là. Et c'est quand même. Elle a surtout eu l'air de vouloir montrer que c'était aussi une forte attaquante. Et ça
Du coup, son jeu est un peu moins intéressant, je trouve. Tu vois? C'est-à-dire que attention, je dis pas que ça va pas fonctionner, mais j'ai presque plus confiance en Dewanna Bonheur parce que c'est vrai Aussi. elle va pas en rajeunissant, mais Bonheur, c'est Benjamin Button. J'ai l'impression qu'elle rajeunit dans le jeu. On était un peu sceptiques, hein. Faut se rappeler quand elle arrive à Connecticut, on s'est dit: «Ouh là, est-ce que dans ce rôle-là, c'était une joueuse un peu, qui avait du volume, offensif, mais on ne savait pas trop sur les efforts défensifs et puis c'est devenu la caution, fighting spirit du Sun». Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur Dewanna Bonner. Sur Natasha Ward, c'est plus une interrogation. Ce qui m'amène, à mon pronostic, j'ai la même chose que toi Flo, je les ai mises, 4e, parce que la profondeur est intéressante, parce que Caitlin Clark va continuer de progresser, parce que le coaching de Stephanie White, je les vois en dessous du trio qu'on évoquera dans des prochaines previews qui me semble bien établi, avec à la fois des joueuses d'expérience et un historique ensemble, voilà, le talent. Mais juste derrière, Indiana me semble très, 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 très solide avec cette profondeur que beaucoup d'équipes, à mon avis, vont leur envier. Voilà. Donc, quatrième et troisième, Gis, les plus optimistes parmi nous sur Indiana. N'hésitez pas à nous dire si vous les voyez même peut-être plus haut, peut-être plus bas, est-ce qu'on s'enflamme peut-être un peu trop sur le Fever. La saison de la confirmation est jamais facile. Attention, c'est toujours quand il y a plus d'attention par rapport à l'année précédente, c'est un paramètre supplémentaire à gérer. On verra si le Fever y parvient. Rendez-vous très très bientôt pour les premiers matchs d'Indiana. J'ai vu au passage que les places pour le Indiana-Dallas, c'était déjà complètement full et le prix des places était Ouais, invraisemblable. c'était un peu indécent le prix. J'ai vu passer des C'était trucs. indécent. 4 000 des places, Ouais, c'est complètement délirant, quoi. c'est ça. Et donc il y aura cette attention. Dites-nous ce que vous pensez du Fever et on se retrouve pour une prochaine preview demain matin. Ciao! Ciao.